Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, très bonne semaine à l'écoute de Sud Radio lundi 13 février avec vous pour commenter l'actualité et débattre. On va se mettre d'accord autour d'Éric Revel qui est resté en studio. Bonjour avec moi, Éric. pas sûr. Bonjour non, Valérie. Non, c'est pour ça que j'ai commencé. Oui, il reste, il était là pour les débats avec Arlette Chabot. J'aimerais bien avoir en débat aussi qu'elle reste avec nous, Arlette, ce serait sympa. Vous êtes éditorialiste sur Sud Radio tous les matins, 7h20, tout compte fait dans le Grand Matin Sud Radio. Arnaud Benedetti, bonjour, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de l'excellente revue parlementaire Politique et parlementaire. Oui, Politique et parlementaire. Et vous avez publié un entretien avec Stéphane Rosès, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples. C'est paru aux éditions du CERF. Clément Tougeron, bonjour, analyste politique, communicant au sein du cabinet Tilder. Bonjour. Et Régis de Castelnau. Bonjour Régis, vous êtes avec nous? Bonjour à tous. Voilà, avocat, votre blog Vue du droit, votre dernier livre Une justice politique est paru aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Bonjour à vous. Oui, vous nous entendez bien parce que vous êtes un petit peu loin. Oui, je vous entends. Voilà, on va revenir sur... Je vous salue tous. On va revenir sur le drame de... Oui. Oui, allez-y. Oui. Je vous salue de la Réunion. De la Réunion. Oui, voilà, des tropiques où je suis encore pour quelques jours. Bon, très bien. On va revenir sur le drame de ce week-end, de vendredi soir. Pierre Palmade, impliqué dans un accident de voiture. Il était sous l'emprise de la cocaïne. Ça nous permet de parler de la drogue au volant. Trop peu dépisté, peut-être trop peu de prévention. On va parler du cirque à l'Assemblée nationale. Je reste correcte dans les mots que j'emploie parce que ça peut être mal interprété. Thomas Porte exclu pendant 15 jours, la poupée d'Elisabeth Borne pendue, le chahut à l'Assemblée nationale et puis la réforme des retraites évidemment où on a un petit peu de mal à s'y retrouver et sur cette communication ratée d'une manière générale sur la réforme de retraite, sur ce texte compliqué et puis les 1200 € effectivement où personne n'avait visiblement rien compris, pas même les membres du gouvernement. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Clément Tougeron, on va commencer avec vous. C'est un anniversaire. Oui, alors il y avait deux sujets. Donc, allez-y sur l'anniversaire. Sur l'anniversaire, très rapidement, hier, c'était les 10 ans du mariage pour tous. Et je crois que ça fait un écho assez intéressant sur ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale. Le mariage pour tous avait été adopté à 329 voix contre 229. On se souvient de débats extrêmement virulents, extrêmement violents, qui avaient amené à des propos qui avaient choqué une grande partie des concitoyens. On avait dit voilà, c'est la fin du monde, la fin de la filiation, etc. 10 ans plus tard, je crois qu'on se rend compte que ça n'a pas changé l'essence de notre société, mais ça a apporté plus de droits pour un grand nombre des Français aujourd'hui. Donc je crois qu'il faudrait que les parlementaires gardent une raison parfois quand ils interviennent en hémicycle, parce que ça montre déjà une image catastrophique qu'on avait eue aussi en 2013. Et puis voilà. Et puis sinon, un autre sujet, plutôt un coup de gueule, qui était sur TikTok et un nouveau thread qui est arrivé de plus en plus, c'est celui de la balafre. Ce sont des jeunes collégiens, très jeunes, qui se pincent extrêmement fort au visage pour avoir des balafres et montrer que ce sont des bad boys. Et donc on a la musique qui va avec, on a un effet de masse qui se fait, et on en a de plus en plus. On a notamment le Parisien qui a fait son article ce week-end dessus, qui a interviewé une dermatologue, Marie Jourdan, qui expliquait que ces marques pouvaient à la fois rester quelque peu et puis en même temps être extrêmement grave, puisqu'on peut garder des séquelles physiques et esthétiques. TikTok, vous le savez, se base sur l'effet à la fois de masse et à la fois de swiper extrêmement rapidement. Et on arrive à des trades qui sont extrêmement violentes. Notamment, on se souvient en septembre 2021, les anti-2010. C'est Là, c'est plus grave parce que ça touche des ados, des jeunes. C'est pour ça que je trouvais que c'est important d'en parler. Tout ce qui permet d'interpeller les parents en leur disant faites attention parce qu'il y a ce phénomène sur TikTok. Toujours intéressant, ça touche les ados en fait. Exactement. Vous avez tout à fait raison, Valérie, parce que il y a 1,7 milliard de personnes qui sont actifs quotidiennement, mensuellement sur TikTok. Et en France, il y a 7 millions de personnes qui visitent TikTok
tous les jours, et un quart ont entre 10 et 19 ans. 10 ans, c'est extrêmement jeune. Comme vous le savez, les écrans pour les jeunes, c'est de plus en plus important. 80% des jeunes de moins de 2 ans sont exposés à des écrans. Et donc, je crois que c'est de plus en plus une question de moins de 2 ans. De moins de 2 ans. De moins de 2 ans, 80%. C'est énorme. Et je crois que c'est de plus en plus une question de santé publique, parce que l'exposition aux écrans, l'exposition à une violence, on l'a vu avec ces balafres, mais aussi cette haine anti-2010 qui avait explosé l'année dernière, c'est de plus en plus important et de plus en plus grave. Vous étiez au courant les uns et les autres, Eric, vous qui avez un garçon Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça, j'ai vu ça sur... je crois que j'ai vu ça sur dans le Parisien, Twitter. Je suis sur Twitter, je suis sur Twitter, oui. C'est moins massif et c'est plus senior, c'est plus boomer que les TikTokers. Bon, tout ça, c'est l'exposition classique, inquiétante aux réseaux sociaux, aux écrans. Qu'est-ce que je vous dise d'autre? Non, mais c'est... je voulais qu'on en parle ce matin, parce que c'est un sujet qui est important, et pour les parents qui ne seraient pas au courant, qui verraient leurs enfants avec des balafres. Alors, moi, j'ai pas d'enfant, donc je vais demander à Eric, mais est-ce que vous savez, par exemple, ce que regarde votre enfant? Alors, je sais pas quel âge il a, mais je crois que c'est assez difficile de se dire, tiens, il a le droit d'utiliser Internet librement, il est seul, mais en même temps, il y a quand même des contenus sur lesquels les parents, ça doit les choquer et les interloquer. Alors, j'en ai 3, dont un qui est plus jeune, mais je peux vous dire que mon épouse fait une chasse formidable à l'écran, simplement. C'est-à-dire que, vous savez, moi, ça me marque toujours quand je lis des papiers sur les patrons de GAFAM, des Microsoft, qui dit, moi, mes enfants, ils n'utilisent pas les écrans parce qu'on sait que c'est nocif. Oui, donc c'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire d'une certaine manière, on vous vend un poison intellectuel, mais pour les têtes couronnées de ces gens-là, il ne faut pas les utiliser parce qu'ils n'ont pas envie qu'ils soient contaminés, vous voyez. Donc je pense aussi que les parents ont une responsabilité, si vous voulez, quand même. Moi, je vais vous dire, j'ai un souvenir incroyable dans un avion. Vous savez, l'endroit où on met les berceaux. Je vous l'avais dit, ça m'a frappé. On met les berceaux, là. Donc c'était un gamin qui était dedans, qui devait avoir, je sais pas, 4 mois, 5 mois, 6 mois, j'en sais rien, 8 mois. Il était... les parents, pour le temps qu'ils ont, ils ont filé un iPad dans l'avion. Si vous voulez. Voilà, c'est tout. Oui, Régis, vous voulez réagir? Alors, oui, je voulais dire un mot. Je vais commencer par une petite question. Est-ce qu'on sait si ce sont d'abord plutôt les garçons ou si les filles le font aussi? C'est plutôt les garçons, non? De ce que j'ai vu, les photos que j'ai vues, c'était plutôt des garçons. Oui, je pense qu'on n'a pas de statistiques. C'est une mutation anthropologique. Le problème, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'habitais en Allemagne, il y avait une tradition chez les ados. On faisait des concours à l'escrime, et ensuite, c'était ceux qui avaient des balafres et qui les revendiquaient comme ça et tout. Bon, mais ça concernait des petites communautés, etc. C'était essentiellement les étudiants. Aujourd'hui, c'est devenu incroyablement massif à cause de la mutation des réseaux, la mutation numérique. Cette globalisation est vertigineuse. On va en reparler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure des réseaux aussi dans l'affaire de Pierre Palmade, parce qu'on est passé à 66 millions de procureurs. C'est-à-dire qu'on va en reparler tout à l'heure. Éric, vous vouliez revenir sur un fait, à savoir Louis Boyard, qui a été menacé. Oui, c'est formidable, non? Alors, Louis Boyard, qui n'a rien à voir avec le père Fouras et donc le fort Boyard, je le rappelle, c'est un homonyme pur. Alors, Louis Boyard, il a fait tout un sketch à l'Assemblée nationale où, en tant que député, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, ou quasiment sans être menacé de quoi que ce soit. Il a expliqué de nouveau que la police tuait. Alors, ce qui est marrant, c'est que la gauche qui nous explique qu'il faut pas instrumentaliser, qu'il faut pas essentialiser, il aurait pu dire la police parfois dérape. Mais non, c'est la police tue en général. Et donc il essentialise. Et alors le même Louis Boyard, pour des raisons que j'ignore, est menacé. Donc il a été visiblement porté plainte et il va être protégé, surveillé par la police. Vous voyez, il va être surveillé par la police. Donc espérons qu'il n'y aura pas de bavure. Mais vous voyez, la République est tant mieux et bonne fille quand même. Elle protège tout le monde et il faut qu'elle protège des députés. Mais j'aimerais bien entendre Louis Boyard maintenant, si vous voulez. Donc il explique par provocation que la police tue. Vous voyez, la police tue, c'est énorme. C'est quasiment un appel à la violence et à l'insurrection. Et en même temps, quand il est menacé à titre personnel en tant que député, c'est normal, il est protégé. Mais il est protégé par qui ?
par la Par la police, ouais. J'aimerais pas être à la place des policiers qui vont le surveiller. Et puis peut-être un petit mot sur Nanterre. Oui. Alors c'est Clément qui m'a envoyé ce matin. Touraillot, voilà. Alors c'est donc une tour à Nanterre dans laquelle les habitants ont eu une surprise de voir un petit panneau. Un mode d'emploi. Chers voisins, chères voisines. Voilà. Ils sont élégants. Comme vous avez pu le constater, nous sommes de retour dans la tour. On s'engage, donc ONT, je vous épargne les fautes d'orthographe, à ne pas laisser de déchets, pas de tapage, et personne ne va fumer dans la tour, aucun manque de respect, blablabla. Nous vous demandons de respecter les consignes et les employés. Rien ne sert de leur hurler dessus. Si vous avez une requête ou autre, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous ne sommes pas là pour perturber votre quotidien, uniquement pour travailler. Ce sont des dealers. Oui, c'est ça, ce sont des dealers. Bien donc cordialement, ça se termine. Dans des grandes tours HLM qui sont juste à côté, pour ceux qui connaissent du centre commercial Les Quatre Temps. Ouais. C'est ces tours avec les fenêtres en forme de larmes, vous voyez. Voilà. Et on peut pleurer là parce qu'on s'aperçoit que le trafic de drogue gagne tellement en fait dans nos quartiers, et jusque y compris dans les villes moyennes, qu'aujourd'hui, en fait, les dealers proposent leur règlement intérieur de colocation. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils disent, vous nous embêtez pas et nous, on trafiquera tranquillement sans vous embêter. Ouais. Non, mais c'est absolument sidérant. Et je crois que c'est dans ce quartier, d'ailleurs, qu'il y avait eu un mort il y a quelques mois où il y avait eu un règlement de compte. Je crois que c'était exactement là, au Touraillot. Mais on passe des degrés en degrés. C'est-à-dire que ce qui était totalement illégal, et on reparlera tout à l'heure de drogue, devient une espèce de norme. C'est-à-dire que maintenant, les dealers imposent leur règlement intérieur de colocation dans les HLM. C'est signé, donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes là avec le grand plaisir. Merci d'avance, merci bien à vous. La direction. Je vous donne la parole. J'espère que c'était authentifié. Je vous donne la parole, Régis. On peut dire un tout petit mot sur l'ami d'Éric, ce cher Boyard. Il a été dealer, il l'a reconnu chez Hanouna, il dit il fallait bien que je paye mes études. C'est vrai. Il était Donc on était dans le thème. Aucun procureur n'a, mais j'en reparlerai. On va en reparler parce qu'on doit marquer une petite pause. Il est 9h14 et on revient dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Allez, on continue de commenter l'actualité. On va évidemment revenir sur l'accident provoqué par Pierre Palmade dans un instant. On continue notre tour de table. Régis de Castelnau, c'est un coup de cœur. Oui, un coup de cœur. On m'a refusé mon coup de gueule parce que vous en avez déjà beaucoup parlé. Je voulais dire du mal de Mélenchon, mais là, c'est un coup de cœur. Oui, Adrien Quatennens, on l'a fait vendredi beaucoup. Mais oui, très bien. Non, mais il n'y a pas de problème. Vous l'avez quand même dit. Oui, et puis, je veux dire, ça permettra de pointer certaines hypocrisies quand on va parler de Pierre Palmade. Non, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Dans la nouvelle Chambre des représentants, il y a une commission d'enquête sur Twitter, après le rachat par Elon Musk. Et là, c'est un festival. Alors, c'est très intéressant. Ça dit des choses inquiétantes et ça dit des choses rassurantes. Moi, les choses rassurantes, faut aller voir les parlementaires, la pugnacité, la qualité des échanges et des interventions. Je pense qu'on ferait bien peut-être d'en prendre de la graine. Dieu sait si je ne suis pas un grand fanat des États-Unis. Sinon, le deuxième, c'est qu'on constate à l'audition des anciens dirigeants de Twitter que Twitter était devenu une annexe du FBI. Pas moins de 9 agents du FBI étaient à la direction de Twitter. Ils venaient directement du FBI. Voilà. J'invite à aller voir un exercice de démocratie qui est assez roboratif et qui mérite un petit détour. Bon, on va s'y pencher parce que j'avais pas du tout suivi cette affaire. Arnaud, vous vouliez revenir? Juste rebondir sur ce que vient de dire Régis. C'est vrai que les commissions d'enquête parlementaire aux États-Unis et au Congrès, c'est autre chose qu'en France. Il faut le dire quand même. Voilà. Mais enfin bon, c'est un autre système aussi. Je vous ai accordé. Alors vous voyez, je suis très injuste. Je suis très gêné. J'ai refusé à Régis de reparler de Mélenchon, parce qu'on l'a beaucoup fait, mais c'est vrai qu'on a aussi parlé de Rima Abdul-Malak, la ministre de la Culture, on l'a moins fait vendredi, qui a évoqué le cas de CNews et de C8. Oui, en quelques mots, en effet, la ministre de la Culture sur, je crois, France Inter, pour ne pas les citer, a
finalement critiqué la politique éditoriale de CNews en considérant que cette politique éditoriale était, à ses yeux, insuffisamment pluraliste et que cela pourrait remettre en cause l'attribution de la fréquence par l'Arcom. Alors, deux choses, moi, que m'inspire cette déclaration. Premier point, d'abord, c'est que, bon, il me semble que la ministre outrepasse son rôle et qu'elle ne sait pas ce que c'est qu'une autorité indépendante. Je rappelle que si on a mis en place une autorité indépendante sous François Mitterrand dans les années 80, c'était la haute autorité à l'époque, qui est devenue ensuite le CSA et qui est maintenant l'Arcom. C'était justement pour couper les liens entre le pouvoir politique et l'information. Donc, elle a manifestement raté une étape. Deuxième élément, moi, ce qui me frappe toujours, c'est que des acteurs politiques qui se réclament du libéralisme, finalement, ont une forte tendance à l'illibéralisme. C'est-à-dire que ils vont condamner, par exemple, d'ailleurs à raison, parfois ce que fait M. Orban en s'en prenant à la presse en Hongrie, et eux vont finalement adopter parfois des comportements et des attitudes qui ne sont pas, je dis pas sans rappeler totalement, je veux dire, ce que fait Orban en Hongrie, mais qui quand même néanmoins montrent que il respecte de manière très très relative l'indépendance éditoriale des opérateurs de presse. Donc moi ça me pose un problème et il y a vraiment, je pense, c'est ça le plus important, c'est-à-dire que je crois qu'il y a une dérive de ce que l'on appelle les libéraux aujourd'hui dans une forme d'autoritarisme dont le macronisme, me semble-t-il, est une illustration parmi tant d'autres, et les propos de la ministre de la Culture, moi, me paraissent totalement déplacés. Oui, déplacés, et puis elle sort complètement de son rôle, et puis ça intervient en plus. Alors allez-y, Régis. Un petit quelque chose à ce que vient de dire Arnaud. La ministre de la Culture, c'est pas l'absence de pluralisme qui la gêne. C'est qu'on y développe des idées qui ne sont pas les siennes. C'est exactement ça, et c'est très grave. Ce qui s'est produit là, c'est très grave, parce que... Et alors, les libéraux, Arnaud, je veux bien, mais il y a un goût pour la gauche, entre guillemets, je la mets toujours entre guillemets, qui a oublié ce que disait Rosa Luxembourg, c'est-à-dire la liberté d'expression, c'est d'abord celle de ceux qui ne pensent pas comme moi. Eh bien, la gauche, elle est toujours à la manœuvre pour réclamer la censure. Aymeric Caron, député, a dit « Je vais militer, je réclame qu'on lui retire ses fréquences à CNews, je ne sais plus qui. » Donc, non, je pense que c'est un vrai problème de liberté d'expression le fait que le ministre en exercice, le ministre de la Culture, qui devrait être le ministre de la liberté d'expression, se prononce de cette façon-là, est quand même très grave. Oui. Eric aussi voulait réagir. D'autant que, vous allez sur le plateau de CNews. Oui, j'ai dirigé vous avez dirigé vous avez eu affaire au CSA, que vous n'avez pas le sentiment de trouver très indépendant, si j'en crois votre regard. J'ai vu dans ma modeste carrière de patron de médias que c'était un peu plus compliqué que ça, les relations entre le pouvoir politique quel qu'il soit et l'autorité de régulation des médias. Premier point. Deuxième point, il y a au moins un avantage à la sortie de la ministre de la Culture, c'est qu'au moins on sait maintenant qu'il y a une ministre de la Culture et on connaît maintenant son nom. Elle a fait une sorte de buzz autour de ça. Ce qui est très embêtant quand même, c'est que il y a eu aucune réaction de l'Arcom qui a succédé au CSA. Mais si l'Arcom ne réagit pas, ça veut dire qu'elle l'autorité avalise l'idée qu'elle n'est pas indépendante du pouvoir politique. Puisque c'est Madame la ministre de la Culture qui donne le là sur cette affaire de reprise en 2025, à 2 ans des élections présidentielles, de 2 fréquences de TNT gratuites qui seraient celles de C8 et de CNews. Alors mon petit doigt me dit, parce que je connais un peu le secteur, si vous voulez, c'est que si vous retirez des fréquences à 2 chaînes, c'est que vous n'allez pas les détruire, ces fréquences. Vous allez donc les attribuer à quelqu'un d'autre. Donc il y a ce qu'on appelle pudiquement, sans doute en arrière-plan, un mécano industriel. Un mécano industriel. C'est-à-dire que on regarde sans doute quelles seraient les personnes, les groupes susceptibles éventuellement de reprendre ces fréquences à 2 ans de l'élection présidentielle, ça interviendrait en 2025. Mais parce que je suis totalement honnête, je me demande si cette double déclaration de la ministre de la Culture, qui l'a fait sur France Inter, mais qui l'avait fait également quelques temps avant dans une interview au Monde. Ce qui veut dire que c'est pas... c'est pas simplement une idée qui lui est venue dans la tête, mais quelque chose qu'elle martèle. Et elle a été conseillère culturelle du président de la République à l'Élysée. Eh bien, je me demande en toute honnêteté si finalement c'est pas la meilleure assurance vie pour ces chaînes. Parce que si ça se produit en 2025,
25, alors là, ce sera clair comme de l'eau de roche. Tout était prévu, vous voyez. Peut-être qu'elle a tort de marteler cette chose-là, qu'il aurait, si c'est la démarche, il aurait fallu le faire sous roche, vous voyez, tranquillement. Je voudrais rebondir sur ce que disait Régis. Ce qui me paraît important dans cette affaire, c'est le rapport à la contradiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'acteurs politiques qui n'acceptent pas, finalement, l'esprit de contradiction, qui n'acceptent pas véritablement le pluralisme. C'est un vrai sujet. Moi, je suis de ceux qui pensent que... Je suis très ambivalent par rapport à la question de la liberté d'expression telle qu'elle est traitée aujourd'hui. D'un certain côté, je me dis que finalement, la liberté d'expression, malgré tout, continue d'une certaine manière à pouvoir opérer comme elle opérait par le passé, et on voit que malgré tout, vous avez aussi un certain nombre d'acteurs publics, d'acteurs politiques, d'acteurs intellectuels qui la refusent par leurs déclarations et parfois par leur comportement. Quand vous avez par exemple un certain nombre de politiques qui refusent d'aller sur CNews, c'est leur droit, en effet. Mais en l'occurrence, ça traduit quelque chose sur, finalement, une forme d'intolérance et une forme de sectarisme. Et je trouve ça regrettable pour le débat public et même pour les citoyens. Mais je l'ai déjà raconté aussi à ce micro quand j'étais sur LCI. Les seuls qui refusaient de débattre ou de serrer la main, c'était communistes et il y avait LFI à l'époque qui refusaient d'être en plateau avec des gens du Rassemblement national. Donc, pourquoi pas non. Genre, débattons, la chaise vide, c'est quand même terrible. Et puis d'estimer qu'il n'y a pas de débat possible, c'est assez... Moi, ça m'a toujours marqué. C'est-à-dire parce que j'ai vu des gens comme François Dorcival, qui travaillait à Valeurs Actuelles, Figaro Magazine, serrer la main de Charb, qui était à Charlie Hebdo. Il y avait du débat, il y avait de l'échange. C'est pas comme ça qu'on avance non plus. Non, c'est tout à fait ce qui est extrêmement important, c'est notre difficulté aujourd'hui à entendre qu'une personne ne pense pas comme nous et qu'on puisse échanger. On le voit à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites, ils échangent absolument pas, ils se gueulent dessus et il n'y a aucun échange un peu constructif. Je pense qu'on peut comprendre qu'il y a une partie des politiques qui veuillent une réforme avec un âge de la retraite beaucoup plus avancé et d'autres qui ne le veulent pas, mais qu'ils ne puissent pas échanger, c'est grave. En revanche, là où la ministre sort sur ce sujet-là, elle en fait un sujet politique. Est-ce qu'elle ira jusqu'au bout? Non, elle a principalement, je pense, une posture qui est de rappeler la puissance de l'État dans un sujet qui, en plus, elle le sait, cristallise un grand nombre de tensions. Il y a eu de nombreuses polémiques, notamment sur C8 avec TPMP, et donc elle utilise ce capital, cet actif, on va dire, pour, en effet, sortir et émerger en tant que personne. Est-ce qu'elle ira jusqu'au bout? Ça, on verra à l'avenir. Mais j'entends que vous puissiez dire c'est grave parce que on ne joue pas avec ce sujet-là. D'abord parce que l'Arcom, la semaine dernière, a infligé une amende record de 3,5 millions d'euros à C8 pour l'affaire entre Hanouna et Boyard. Bon, donc ça veut dire que l'Arcom joue un rôle. Mais pardonnez-moi, un ministre de la Culture qui n'est pas encore un ministre de l'Information, que je sache, qui monte au créneau pour dire ce qui est bien de manière éditoriale et ce qui ne serait pas, c'est extrêmement dangereux. Et je vais même aller plus loin. Je crois que c'était Léa Salamé qui faisait cette interview sur Inter. Pourquoi est-ce que Léa Salamé, qui est une journaliste ultra compétente, documentée, ne lui dit pas, mais madame, pardonnez-moi, mais vous n'avez pas le pouvoir qu'à l'Arcom. Ou alors dites-nous que l'Arcom dépend de vous. Bon, mais vous voyez, elle ne réagit pas. Elle dit, ah bon si, cher monsieur Clément, si. Là-dessus, on a toujours, je pense que Valérie pourrait nous le dire, et vous le savez aussi, il y a des moments où le journaliste intervient, change, etc. Mais il n'est pas capable de le faire à chaque fois. Mais attendez, il laisse passer 5 minutes sur le sujet. Léa Salamé n'a pas le temps de se reprendre en disant plutôt que Léa Salamé. Non, parce que c'est un travail journalistique. C'est un travail journalistique. Normalement, tel que c'est construit. Elle a fait une erreur, d'accord. Une erreur. Mais c'est vrai qu'en plus le timing, c'est-à-dire que l'annonce de C8, l'amende pour C8 a été annoncée dans l'après-midi et que en quelque sorte, elle commente avant, elle explique pourquoi. Moi, je suis surpris qu'il y ait peu de médias. Elle refuse de commenter. Il y a très peu de médias. Elle refuse de commenter M6. Elle refuse de commenter. Eric, ce qu'il y a de surprenant. L'attribution de la TNT à M6. Non, mais ce qu'il y a de très surprenant et vraisemblablement de plus choquant, c'est que beaucoup de médias, finalement, ne se soient pas offusqués des déclarations d'Abiez. Parce que, au-delà de CNews, c'est un problème dans les relations du pouvoir et des médias. Allez, petite pause, 9h29, 9h30. Oh là là, on est en retard. À tout de suite. Oh là là.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Le débat continue même pendant la pub. Voilà, droite, gauche, la représentation, tout ça. Parlons de l'actualité. On débat de ce qui s'est passé vendredi. Pierre Palmade aurait percuté. J'emploie quand même le conditionnel parce qu'il y a une enquête qui est en cours, mais de toute évidence, il aurait percuté, il serait sorti de la ligne droite et aurait percuté un véhicule à bord duquel se trouvait un homme qui conduisait, sa belle-sœur enceinte et un petit garçon de 6 ans. Les quatre sont dans un état grave. En tout cas, la maman a perdu son bébé. Elle est sortie d'affaire. Apparemment, son pronostic vital n'est plus engagé. Celui de Pierre Palmade non plus. En revanche, le petit garçon est toujours dans le coma et le conducteur a été visiblement très très grièvement blessé. Donc beaucoup de choses à dire. Vous disiez, Clément, juste pendant une pause, on en sait trop et on n'en sait pas assez sur cette affaire. Et c'est vrai, et ça permettra de voir avec Régis, c'est-à-dire tous les commentaires qu'il peut y avoir sur Twitter, alors qu'on ne sait pas tout non plus. On sait que Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne après, et que c'est évidemment impardonnable, inexcusable et qu'il a provoqué un accident effroyable. C'est effroyable comme accident. Évidemment, on pense tout d'abord aux victimes, aux 3 personnes qui étaient dans la voiture qui ont été percutées, à leur famille, à leurs proches. Et en même temps, de plus en plus, je trouve ça de plus en plus obscène parce que, et même pour la famille, de suivre ça, je pense qu'ils n'ont pas forcément envie que toute la situation soit exposée aux médias. On a heure après heure de plus en plus de curiosité qui devient presque malsain. Je voyais sur vos confrères d'LCI, TF1, ils sont allés jusqu'à interviewer le pompier qui a sorti. Intervenu, Pierre Palmade. Je crois qu'à un moment, on peut peut-être arrêter. C'est un vrai sujet, un sujet qui est gravissime. Il a fait quelque chose de terrible et il sera sanctionné par la justice comme la justice pense qu'il doit être sanctionné. Donc il encourt, je crois, entre 5 et 10 ans de prison, plusieurs dizaines de milliers d'amendes, et c'est tout à fait normal. Après, est-ce qu'on est censé avoir par le menu tout ce qu'il s'est passé heure après heure, minute après minute sur le sujet? Je ne crois pas. Et je crois qu'il faut avant tout avoir une pensée pour ces victimes. Et enfin, le dernier sujet, c'est que malgré tout, et moi c'est ce qui me choque, c'est que même s'il y a cette histoire qui est terrible, qui choque, est-ce que demain, il y a des dizaines de milliers de personnes qui prennent de la drogue avant de prendre le volant, qui boivent avant de prendre le volant, qui se disent « Ah oui, il y a eu cette affaire, donc je ne le ferai pas ». Je crois que les accidents de la route sur ce thème-là vont continuer et c'est dramatique. Et surtout, on parle assez peu, effectivement, de l'état des gens qui consomment de plus en plus de cocaïne et qui prennent le volant sous l'emprise des drogues. C'est 21% des accidents de la route aujourd'hui. Principalement des hommes. Je le dis aussi. C'est important. Régis, vous qui êtes avocat, ça soulève un certain nombre de questions, effectivement. C'est plus largement le fait qu'on retrouve assez souvent toutes les procédures directement dans la presse et effectivement tous les détails. Par exemple, je sais que BFM a dit qu'il y avait eu ce qu'on appelle du chemsex, c'est-à-dire ce matin, c'était très bien expliqué dans la matinale de Patrick Roger. Or, le procureur a répondu qu'il n'était pas au courant de cette information. Donc on est en train aussi de construire, de construire des histoires sans avoir les détails. Je vous laisse la parole, Régis. Écoutez, c'est pas nouveau. Je pense que cette façon de se servir, ce populisme judiciaire, rappelez-vous l'affaire Daval. L'audience a quasiment eu lieu sur les plateaux des chaînes d'infos. Bon. Moi, je suis toujours vent debout contre ces lynchages médiatiques, contre la meute, qui a toujours une sale gueule. Se lance, j'ai beaucoup écrit, mais quelquefois c'est pas facile. Pour Tariq Ramadan, par exemple, pour Monseigneur Barbarin ou pour Bertrand Cantat, c'est pas toujours simple et c'est souvent géométrie variable. Donc là, cette fois-ci, il y a effectivement le système médiatique qui s'est emparé de ça. Et il y a également les réseaux sur lesquels ça a explosé, parce que si vous voulez, c'est un fait divers. Un fait divers, ça raconte une société. Et là, ça raconte des choses, effectivement, qui sont assez déplaisantes. Ça raconte un petit peu cette France d'en haut, au sein de laquelle la consommation de cocaïne est devenue quelque chose de banal, je dirais presque.
il y a 15 jours, on a appris qu'un député Renaissance, non seulement prenait de la cocaïne, mais l'a montré à son fils, etc. Hein. Il n'y a eu aucune réaction du parquet autre que de transmettre à la chancellerie pour qu'on le prévienne de se tenir à carreau. C'est en violant le secret de l'enquête. Hein. Y a-t-il eu des réactions judiciaires? Au fait, c'est une infraction. Consommer de la cocaïne est une infraction. Hein, c'est un délit. Hein. Il ne s'est rien passé. Donc il y a cette chose-là qui fait que ça renvoie effectivement une image de cette France d'en haut, de ce monde du showbiz qui a tendance à très souvent, c'était pas le cas de Palmade que j'aime bien, à donner des cours de morale. Hein. Faut pas être trop surpris qu'il y ait cette espèce d'explosion dans un fait divers qui est, de ce point de vue, un peu caricatural. Quoi, hein. Donc, voilà, ce sont les remarques. Eric, moi, je reprendrai pas du tout l'idée d'un fait divers. Pardonnez-moi, c'est pas un fait divers. Si vraiment... Si, Eric, excusez-moi. Écoutez-moi. Au sens propre du fait divers. Non, le fait divers. Très bien. Un fait divers. Vous savez, vous pouvez tuer par arme indirectement. J'ai plus le terme juridique. Mais pardonnez-moi, si ce que l'enquête risque de prouver est juste, si vous étiez la famille en face, mon cher Régis, qui arrivait tranquillement dans sa voiture et vous avez affaire à un type qui soit vedette ou pas, qui vous bousille votre vie. C'est le terme générique. Fait divers, non, c'est pas un fait divers. Voilà, tout le monde ne prend pas de la cocaïne en roulant. Eric, le terme fait divers. Il a été condamné en 95, Pierre Palmade, quand même. Oui. Je suis d'accord. Pour consommation de cocaïne. Bien sûr. Je dis, les romans policiers sont pleins. Simenon, c'est du fait divers, mais ça a été magnifié par la littérature. C'est pas péjoratif dans ma bouche, fait divers. Faut pas qu'il y ait de malentendus. Je dis, c'est un fait divers, c'est un fait de société, et ça raconte des choses terribles sur notre société, sur Palmade, parce que dans un premier temps, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai regardé sur les réseaux. Hein, il y a eu un déferlement de tweets nous disant de ses amis, c'est terrible, c'est affreux, on donnait de ses nouvelles. La famille a communiqué en disant il va bien. Hein, les autres, on n'en parlait pas. On nous a annoncé tout de suite que Muriel Robin et Mimi Marchand, la grande amie de Brigitte Macron, étaient immédiatement partie de la soirée des victoires de la musique pour aller à son chevet. Il y a eu cette indécence-là. On est d'accord, Eric, on est entièrement d'accord sur le fond. Pas sur le terme fait divers qui, pour moi, est générique. Oui. Non, ceci dit, il y a plusieurs éléments qui expliquent, j'allais dire, cette hyper-médiatisation. C'est d'abord la personnalité, évidemment. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a eu deux séquences, il y a eu deux temporalités quand on regarde de près la façon dont se sont déroulés chronologiquement les éléments. Premier élément, en effet, il y a l'annonce de cet accident et on voit que ça bascule dans la soirée ou plutôt dans la nuit où à partir où on apprend que finalement, manifestement, c'est Pierre Palmade qui a provoqué l'accident. Et qu'il y aurait deux personnes dans la voiture qui auraient fui. Donc là, à partir de là, il y a un changement. Et d'ailleurs, ça se voit quand on regarde de près un peu le fonctionnement des réseaux sociaux. C'est à partir de ce moment-là que la tonalité et le registre changent considérablement sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire, c'est un peu inévitable aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu inévitable. À partir du moment où vous avez un croisement entre l'information et les réseaux sociaux, inévitablement, on se retrouve dans ce type de situation. Mais ce qui est quand même en effet problématique, c'est la façon parfois dont un certain nombre de médias on euphémise quelque part les faits. C'est-à-dire que, en effet, j'entends très rarement aujourd'hui des médias dire qu'il a provoqué l'accident. Et en l'occurrence, clairement, il faut être clair, il semblerait qu'il ait provoqué l'accident. Donc, ce serait un chauffard anonyme qui serait responsable d'un accident de ce type. Je pense que les médias, peut-être n'en parleraient pas, ou en tout cas les médias locaux diraient, oui, voilà, encore un chauffard qui a provoqué l'accident. Donc c'est vrai qu'il y a un double, ça donne le sentiment qu'il y a un double de traitement selon que vous êtes puissant ou miséreux, comme disait. Il n'est pas tellement épargné. Il n'est pas du tout épargné. Non, mais il n'est pas épargné parce que les réseaux sociaux sont là, malgré le caractère très violent des réseaux sociaux et parfois fortement désagréable. Je pense que c'est ce qui change fondamentalement la perception aussi du fait. Oui. Bon, on va s'interrompre une toute petite seconde, petite minute même, 9h42, et on va revenir à la politique, la réforme des retraites avec une
une sorte de guerre des tranchées qui s'installe, les syndicats qui promettent une France à l'arrêt le 7 mars, et puis la polémique sur les 1200 €. À tout de suite. Encore 9h-10h, Valérie Expert. Réforme des retraites, par quel bout le prendre? Quel bout le prendre? Il y a tellement de choses. Il y a évidemment la violence, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, la violence à l'Assemblée nationale. Et puis on voit le gouvernement qui marche sur des œufs. Arnaud Benedetti, et en termes de communication, c'est assez tragique. Si on ne parle pas du fond, parlons de la forme en tout cas. Et en particulier sur les. Oui, mais les 1200 €, c'est à la fois la forme et le fond. C'est complètement le fond. C'est complètement le fond. Mais moi, je m'étonne que sur les 1200 €, on s'en aperçoive que maintenant. Nous, on a un article qui a été. Je suis désolé, je fais un peu de pub pour la revue politique et parlementaire, j'en profite, mais on a un article qui a été rédigé par Jean-Yves Archer le 11 janvier, c'est-à-dire je crois au moment où le gouvernement présente le projet de loi, et où clairement on explique que les 1200 €, ce sont 1200 € bruts. Donc il y a pas de. Ça, c'est très surprenant que ça n'apparaisse que maintenant. Ensuite, moi je pense que sur le fond, sur la forme, le gouvernement et Emmanuel Macron lui-même ont changé d'argumentation sur cette réforme trop souvent. Je rappelle qu'à un moment donné, Macron disait cette réforme, elle va être faite pour financer un certain nombre de politiques publiques. Transition Puis écologique. ensuite on a dit, non, finalement, cette réforme, c'est une réforme de justice sociale et qui vise surtout à sauver le système par répartition. Donc, si vous voulez, quand vous changez de discours tous les 15 jours pour présenter un texte, inévitablement, vous ne créez pas les conditions pour qu'il y ait une bonne appropriation par l'opinion publique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je voudrais juste dire un mot quand même sur ce qui se passe au Parlement. Moi, je suis un peu embêté parce que si vous voulez, quand même, quand on regarde l'histoire parlementaire, des débats difficiles au Parlement, il y en a eu souvent. Sous la Troisième République. Veil présentant sa loi sous la Quatrième République. Moi, j'invite ceux qui s'intéressent aux débats parlementaires à aller regarder les débats parlementaires du mois de mars 1947. C'est très intéressant. Il y a des grèves insurrectionnelles en France, 47 et 48. Vous avez un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Jules Mock, ministre SFIO, qui va, d'une certaine manière, sauver la République, d'ailleurs, à ce moment-là, qui se fait insulter de noms d'oiseaux, mais tout à fait d'une rare violence par le groupe communiste. Et c'est un grand résistant, Jules Mock. C'est quelqu'un qui a fait la Première Guerre, qui a été résistant pendant la Seconde Guerre. Enfin, quelqu'un dont l'engagement pour la République est nullement contestable. Donc ça, j'allais dire, ça a toujours existé. Ensuite, sur la question du droit d'amendement. L'obstruction parlementaire, là aussi, c'est pas nouveau. Je rappelle qu'en 2006, l'opposition a déposé 130 000 amendements contre la privatisation de Gaz de France. Il y a 2 ans, lors de la précédente réforme qui n'a pas vu le jour, des retraites, la fameuse réforme paramétrique, il y a eu 40 000 amendements. Donc ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est par contre le comportement individuel d'un certain nombre de parlementaires, notamment de la France Insoumise, qui, de fait, j'allais dire, aujourd'hui, hystérise le débat. Donc ça, c'est un sujet. Après, sur la communication, on y fait, bon, le gouvernement a sa responsabilité, et ça me paraît assez clair. Mais vous voyez pas de différence entre 47 et aujourd'hui dans la forme même du débat? Si, je vois une différence dans l'utilisation de la rhétorique et dans l'argumentation. Oui, c'est ça, là, il y a une différence fondamentale, en effet. Mais sur les comportements, il y avait quand même des comportements très violents dans ces débats-là aussi, dans ces années-là. Clément, toujours. On n'a pas besoin de remonter jusqu'en 47, mais on se souvient en effet déjà de la réforme de 2019, du mariage pour tous, on en parlait au début, qui avait été des propos extrêmement violents aussi. Là, le gouvernement, comme vous le soulignez, a changé une multitude de fois la communication pour s'arrêter sur un point aujourd'hui, c'est que la réforme serait indispensable aux yeux du gouvernement. Et donc, ça ferme complètement la position du gouvernement parce qu'il est en incapacité de retirer la réforme, ce que souhaiteraient les partenaires sociaux, parce que sinon, on lui dirait, si vous la retirez, c'est qu'elle n'était pas si indispensable que ça. Et donc, il est obligé d'aller jusqu'au bout, là où en plus... le spectacle parlementaire,
exaspère, je crois, de plus en plus. Et donc, pour Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et les ministres, l'idée de se dire, soit il y a un épuisement des manifestations, soit, eh bien, on s'en lasse complètement et on passe à autre chose. C'est là la seule possibilité, parce que le débat qui se fait actuellement à l'Assemblée nationale est tellement pauvre. En effet, vous l'avez dit, l'obstruction parlementaire, ça existe, etc. Les accidents de séance et la convocation du Conseil des présidents n'est en revanche pas très régulier sur ce genre de situation. Et Éric, sur ce qui s'est sur le cheminement de cette réforme des retraites, le gouvernement est en train de dire, vous avez vu hier, je crois que c'est Olivier Véran qui disait oui, on est prêt à rediscuter. Non, mais je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Arnaud. C'est une communication cacophonique. Voilà. Bon, mais il y a plus grave à mon sens, c'est que d'abord, je vais employer une expression un peu forte, mais les cocus de l'affaire, ce sont les députés LR. Parce que eux, ils ont arraché trop vite, à mon avis, en termes de communication, l'affaire des 1200 euros bruts, net, etc. Et on s'aperçoit aujourd'hui que cette mesure arrachée par les Républicains prêts à voter cette réforme, elle concernerait 100 000 personnes. Donc, si vous voulez, c'est juste un désastre absolu. C'est que la seule béquille de communication du gouvernement qui était « on fait un effort pour les plus petites retraites », en fait, il s'avère fallacieux. Première chose. Puis deuxième chose, pour vous donner quand même la mesure des choses. On nous parle d'un trou, en ce moment, du système par répartition de 10, 15 milliards d'euros. Très bien. Le gouvernement, il projette qu'on soit en plein emploi en 2027. C'est-à-dire qu'on ait un taux de chômage structurel de 4,5. Mais si le gouvernement croit à ses propres prévisions, s'il croit à ses propres prévisions, alors il faut savoir qu'on aura peut-être 1,5 million de salariés qui seront sortis du chômage. Et quand vous êtes salarié sur votre fiche de paye, vous payez des cotisations qui rapporteraient 15 milliards d'euros. Alors, sauf si le gouvernement nous raconte n'importe quoi sur ses prévisions de chômage, mais si c'est le cas, j'allais dire mécaniquement, en tout cas pour ce laps de temps-là, on bouche le trou du système par répartition. Donc, tout ça dans un contexte social de folie, de précipitation, d'égo macronien, il y a un vrai sujet, pardonnez-moi. Et même si je considère qu'il faut faire une réforme des retraites. Mais pas celle-là. Mais enfin, on comprend rien du tout depuis le début. Aux motivations, aux arguments, enfin... Oui, c'est effectivement ce qui en ressort, Régis de Castelnau. Si on croit aux prévisions, mon cher Éric, si on croit aux prévisions de Bruno Le Maire, c'est pas un placement très très sûr. Moi, ça me fait un petit peu sourire, mais bon, c'est normal qu'on dise ça. Moi, je constate effectivement, étant un peu loin, que bon, le débat à l'Assemblée nationale, c'est une foire d'empoigne. Arnaud, oui, dans le passé, il y a eu des moments très durs. 47, c'était 2 ans après la guerre, au début de la guerre froide, etc. Mais avant, à l'entre-deux-guerres aussi, il y avait eu des choses. Mais il y avait des moments tendus, mais c'était pas le foutoir permanent. Là, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne, moi, de cette espèce de foutoir permanent, avec des polémiques débiles sur des ballons de foot, c'est une dégradation du niveau et de la perception par l'opinion. Je pense pas que ça va renvoyer et ramener les gens aux élections, devant les isoloirs. Alors, moi, je pense que le gouvernement, il a, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, quand je constate les prises de position de Laurent Berger, les positions de Laurent Berger, la fermeté, je pense que on a l'impression que la CFDT veut vraiment aller à l'affrontement et faire capoter cette réforme. C'était une arme ou que Laurent Berger, à l'instar de Lula au Brésil ou de Lech Walesa en Pologne, comme ancien syndicaliste, se voit un destin au-delà de la CFDT, ce qu'on commence à dire, je vous signale. J'ai pas pensé à ça. Ça se dit. Oui, mais enfin bon. Ce qui serait... ça aura un impact. C'est de la politique fiction. Là où vous avez tout à fait raison, c'est que la CFDT est très fermée sur les marges de manœuvre, et on a des manifestations qui sont de plus en plus, d'après la CFDT, et puis la CGT, de plus en plus importantes, alors qu'elles ont commencé au mois de janvier. Et historiquement, quand on regarde, le mois de janvier, c'est l'un des mois les plus difficiles pour mobiliser, avec aussi le mois d'août. Tout simplement, le mois d'août parce que tout le monde est en vacances, mais aussi au mois de janvier parce que économiquement, c'est extrêmement dur pour un certain nombre de travailleurs. Il y a eu un ensemble d'impôts à payer fin décembre, début janvier.
les vacances de Noël qui sont financièrement coûteuses pour un certain nombre de personnes et qui ne se mettent pas en grève au mois de janvier. Et donc on a toujours des fluctuations. On dit souvent les manifestations naissent Les fluctuations naissent. Non, les manifestations naissent à l'équinoxe et explosent au solstice. Et donc c'est un petit peu ça, pardon. Et donc voilà, on est un petit peu dans la trajectoire. On se souvient par exemple du CPE, ça avait né en janvier. C'était né en janvier et ça avait explosé au mois de mai. On est un petit peu dans la même configuration aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est que le mouvement, je trouve que les syndicats gèrent assez bien leur timing et leur agenda depuis le début du mouvement. Et tout se passe comme si vous voulez, ils préparaient l'opinion publique à des actions beaucoup plus dures et beaucoup plus contraignantes pour la vie quotidienne. Et ils sont en train finalement d'obtenir ce qu'ils n'avaient peut-être pas obtenu par le passé, c'est-à-dire un soutien assez massif de l'opinion publique. D'ailleurs, moi je regardais un sondage hier qui a été publié, je ne sais plus par quel institut de sondage, qui disait que s'il y a des blocages demain, à qui l'opinion publique en ferait porter la responsabilité, elle en ferait porter la responsabilité essentiellement et très majoritairement au gouvernement. Donc on se retrouve, si vous voulez, dans une situation qui n'est pas sans rappeler celle de 1995, où également en 1995, il faut se souvenir, alors c'était un peu différent, le contexte politique était différent, les acteurs n'étaient pas les mêmes, la réforme n'était pas la même, mais où il y avait l'opinion publique qui avait finalement soutenu très majoritairement, nonobstant les difficultés que les blocages faisaient subir aux gens sur leur vie quotidienne. Donc il y a, je pense, une zone de risque aujourd'hui non négligeable pour le gouvernement, qui a tort, à mon sens, de la mésestimer. Et il y a un très gros contraste, ça je voudrais le dire, entre d'un côté ce qui se passe à l'Assemblée et ce qui se passe dans la rue. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée, en effet, on a cette dimension totalement hystérique. Et pour l'instant, force est de constater que les manifestations se passent dans un climat qui est plutôt un climat bon enfant. Oui, ça se passe plutôt pas mal. Est-ce qu'il y aura un blocage le 7 mars, blocage du pays? On verra. On n'a pas eu le temps de parler de ce qui se passe aux États-Unis. Stéphane, un auditeur, me le reproche. Est-ce que ce sont des ovnis? Hier, il y avait un intervenant, un colonel sur LCI qui disait ce sont des ovnis, personne ne peut dire d'où ils proviennent. Soit ce sont les Russes, soit les Martiens. Voilà. Ou alors c'est un ballon de foot qui a été mis en orbite par un député LFI. Vous croyez de la taille d'une voiture? Bon, on y reviendra pas. D'une petite voiture, voilà. Ah oui, celle-là, elle me plaît bien. En tout cas. Mais il faudrait une sacrée puissance de tir. Non, c'est vrai, j'ai regardé les images parce que je trouve étonnant, tout cet emballement extraordinaire. Jocelyn Trudeau, je veux dire, le ravi de la crèche là qui vient en disant nous l'avons abattu avec courage. On verra. C'est ce qu'ils vont trouver dans les. Moi, je suis partisan des extraterrestres. Enfin, il se passerait quelque chose d'intéressant. Et plus de réforme des retraites. Il y en a quelques-uns à l'Assemblée nationale, les extraterrestres. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve nous dans un instant pour l'émission Média avec Clémentine Célarié. À tout de suite.